En avant. Bonjour. Alors, Ernesto, je confirme que pour le moment, nous avons 14 participants en ligne. Merci beaucoup, Hélène. Je vais bientôt. Oui, je vais le faire. Donne-moi un petit instant. Oui, Hélène, c'est fait. C'est lancé, n'est-ce pas? Oui, je confirme et petite erreur de ma part, 12 participants pour le moment en ligne. C'est parfait. Merci beaucoup, Hélène. Donc, nous allons commencer l'activité. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci de nous accompagner ce soir et pour la tenue de cette Assemblée publique des consultations qui porte sur un projet pour augmenter les nombres de logements autorisés dans les quartiers 4, 5 et 4, 6 de l'arrondissement de Charlebourg. Toutefois, ce soir, nous allons aborder particulièrement les modifications qui sont proposées pour les quartiers 4, 5, qui est aussi nommé Saint-Charles-Borromée. Et je m'appelle Ernesto Salvador Cobos, je suis conseiller en consultation publique à la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne ce soir pour la tenue de cette séance. Et, il s'agit d'une séance qui se déroule en mode hybride, c'est-à-dire que, à part les personnes qui nous accompagnent dans la salle, il y a aussi des gens qui nous accompagnent à distance. D'après ma collègue Hélène, Hélène Saint-Pierre, qui m'accompagne aussi, conseillère en consultation publique, qui m'accompagne pour la portion en ligne, pour la gestion de la période de questions-réponses en ligne. Et nous avons à peu près, nous avons aux alentours des 15-16 participants à distance. Merci beaucoup à ceux et celles qui sont à distance aussi. Donc, avant de vous présenter le personnel qui m'accompagne ici en avant pour la présentation du projet, je vous fais noter que la séance de ce soir est enregistrée à des fins pratiques pour la rédaction du rapport de consultation, mais aussi à partir de demain, vous allez voir la même présentation qui va être affichée ce soir, ainsi que l'enregistrement général de la rencontre. Vous allez le voir sur la page web du projet. C'est la page web que vous connaissez bien parce que vous êtes allé vous inscrire pour participer à cette séance. Donc, à partir de demain, au courant de la journée, vous allez voir publier les informations. Donc, merci beaucoup. Et je vais vous présenter je vais commencer avec Madame Marie-Pierre Boucher, ici à ma gauche. Elle est conseillère municipale du district de Louis XIV, vice-présidente du comité exécutif, responsable des dossiers de l'habitation et de l'aménagement du territoire. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, je vous présente Monsieur Michel Hubert. Il est conseiller en urbanisme à la division de la gestion de territoire à la Ville de Québec. Bonsoir. Merci d'avoir bravé ce beau petit vent ce soir. Et bonsoir aussi aux gens qui nous regardent dans le confort de leur foyer. Merci beaucoup, Michel. Ça va être lui le responsable de vous présenter les détails du projet. Et juste avant de continuer avec la séance, quelques mots sur l'effort de convocation que la Ville a déployé pour vous inviter ce soir à participer à l'Assemblée. Vous êtes là parce que vous avez reçu un petit dépliant, un avis porte-à-porte. La Ville a distribué à peu près 2500 avis porte-à-porte, 2600 avis porte-à-porte dans les quartiers 4-5. Puis voilà, on ne sait jamais combien de personnes vont assister, mais on a pris quand même la peine de convoquer tout le monde qui serait touché par cette modification. Et, nous avons fait la distribution la semaine de 2 mars. Et on a commencé la distribution, mais et aussi, le 2 mars, on a publié les informations sur les projets sur la page web. On a publié la fiche de modification réglementaire, mais ce soir, vous allez avoir plus de détails par rapport à ça. Juste pour dire que l'information était disponible pour les citoyens à partir du début mars. Concernant le déroulement de l'activité, ça va être simple comme modèle. On va commencer avec un mot de bienvenue et d'introduction.
par Madame Boucher. Par la suite, la présentation du projet de modification réglementaire par M. Hubert. Et après, on va commencer la période d'échange, questions-réponses. Et c'est là aussi qu'on va permettre à tout le monde de s'exprimer, et pour vous et aussi et pour les gens qui nous accompagnent à distance. J'imagine que vous avez déjà quelques questions en tête, et je vous demande d'attendre un peu à la période d'échange. Je suis sûr que tout au courant de la présentation, vous allez avoir peut-être certaines réponses déjà, et il y aura peut-être d'autres questions qui vont venir à l'esprit. Donc, pour les gens qui nous accompagnent à distance aussi, je vous demande de bien vouloir attendre un peu à la période d'échange pour poser vos questions et mettre vos commentaires. En tout, il s'agira d'une séance à peu près de 1 heure, 1 heure et demie. On prévoit finir vers 8h30. Ça va dépendre bien sûr du nombre de questions puis de l'échange. Donc voilà, puis par la suite, les mots de la fin de la séance. Donc, sans plus tarder, Madame Boucher, j'ai trop parlé. Je vous cède la parole. Pas trop Pour parler, ça va. Bonsoir. Je suis ici aujourd'hui avec différents chapeaux. Ernesto le mentionnait, je suis la conseillère du district, donc c'est moi qui vous représente pour toute la ville de Québec. Donc, je représente les citoyens du district Louis XIV. Donc, je porte ce chapeau-là aujourd'hui, mais j'ai aussi les chapeaux de responsable de l'habitation et responsable de l'aménagement du territoire. Peut-être que vous le savez, peut-être pas aussi. La ville est en train de revoir son plan d'urbanisme et de mobilité. Puis, et à différents niveaux d'aménagement, l'agglomération revoit son plan et la communauté métropolitaine de Québec a aussi revu son plan. Puis, il y a une décision collective qui a été prise qui est de ne pas ouvrir le périmètre d'urbanisation. Donc, on veut continuer à répondre aux besoins de nos citoyens, mais à l'intérieur du périmètre urbain. Les besoins sont grandissants. Vous le savez, des fois, l'accès à la propriété est difficile. On a des jeunes qui veulent pouvoir s'installer. On a une population aussi, des fois, qui est vieillissante, des gens qui veulent pouvoir être en bigénération. Il y a différents contextes dans lesquels on vit actuellement à Québec qui nous amènent à avoir besoin davantage au niveau de l'habitation. La ville doit se développer. On parle de mettre la ville sur la ville, de construire la ville sur la ville, mais on ne peut pas que faire des tours de 20 étages. Donc, il y a différentes façons de bâtir la ville sur la ville. Puis, une des façons, c'est de pouvoir faire de la densification douce dans nos quartiers résidentiels, comme votre quartier finalement. Donc, aujourd'hui, c'est dans cette optique-là qu'on vient vous présenter cette modification réglementaire-là. M. Hubert pourra aller plus loin là, au niveau de cette modification réglementaire-là, puis dans le contexte dans lequel ça s'inscrit. Mais il n'y a pas que Charlebourg, il n'y a pas que votre quartier qui va être touché par ce type de modification réglementaire-là. On attend d'avoir, parfois c'est une demande d'un citoyen qui nous amène à regarder un secteur puis à se demander un petit peu plus largement si on peut prendre à vol d'eau, regarder notre ville un petit peu plus largement puis se dire est-ce que ça pourrait répondre à des besoins plus grands dans ce secteur-là. La semaine dernière, il y a eu une consultation dans Duberger. Aujourd'hui, c'est avec votre quartier. La semaine prochaine, on a un autre quartier de Charlebourg. Donc, en fonction des demandes qui vont venir et en cohérence aussi avec le plan d'urbanisme et de mobilité qui va éventuellement être avancé, puis ensuite viendra le zonage. On va avancer vers ce chemin-là. Donc, on utilise les opportunités pour le faire, mais c'est quand même le chemin qu'on veut prendre parce qu'on pense qu'il y a différentes façons de densifier, différentes façons de répondre aux besoins des citoyens. Puis ça en fait partie, cette façon-là. Puis on l'a bien entendu aussi des fois oui, Henri Bourassa, c'est une place qui peut avoir de la densification, mais quand on va un petit peu plus loin dans nos secteurs, bien, il y a d'autres façons de densifier. Donc, c'est un peu ce qui va vous être proposé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à garder en tête vos questions. Des fois, on tombe dans de la réglementation, on tombe dans un jargon qui peut être un peu complexe. Il n'y a pas de mauvaises questions. On peut prendre le temps par la suite. Il y a des éléments que la loi de l'aménagement et l'urbanisme nous oblige à nommer d'une certaine façon, mais après, on est en mesure de venir répondre aux questions puis clarifier un peu plus aussi là, le jargon de notre réglementation qui peut être complexe parfois.
Donc, je vous laisse continuer. Merci. Puis moi, je demeure à l'écoute. Donc, ma posture pendant la consultation, c'est d'écouter. Des fois, si vous avez des questions qui sont un petit peu plus politiques, à ce moment-là, on me repasse la balle. Mais sinon, je suis en mode d'écoute parce qu'après ça, ben, les élus vont avoir à prendre une décision. Puis pour pouvoir bien prendre la décision, ben, on écoute nos citoyens. Merci. Merci à vous. Et M. Hubert, la parole est à vous. Oui, merci, Mme Boucher. Comme vous pouvez voir, la photo n'a pas été prise ce matin. Mais à tout le moins, elle représente bien le type de milieu sur lequel on vient vous parler ce soir. Les modifications, dans le fond, il y en a juste 2 modifications. Répondre à des besoins, comme Mme Boucher l'a précisé, mais également à des objectifs de diversification des types de logements qu'on peut trouver sur le territoire. Et ce que je viens vous apporter, c'est une de ces diversifications-là. Parlant de densification douce, on y va. L'objectif de l'activité, c'est par rapport à la consultation publique, dans tout processus de consultation, il y a une adoption d'un projet de règlement par le conseil d'arrondissement. Ça s'est fait à la dernière séance le 24 février. Par la suite, il y a l'Assemblée publique de consultation qui est ce soir. Mais comme Ernesto vous l'a mentionné tantôt, elle se divise en 2 puisqu'elle touche 2 quartiers distincts. Le quartier 4-5 est ce soir. Le quartier 4-6 va être lundi prochain, dans la même salle ici. Les invitations sont envoyées pour les gens de ce secteur. Et par la suite, au prochain conseil d'arrondissement qui sera en avril, parce que celui-là, l'autre est trop tôt. Trop proche de la deuxième consultation publique, parce qu'il ira en avril pour adopter le règlement et dans les jours qui vont suivre l'entrée en vigueur. Cette activité-là, aujourd'hui, va présenter le contexte de planification urbaine, donc d'où est issu ce type de modification-là qui répond à des objectifs, qui répond à des besoins aussi. Mais tout ça a débuté par 2 demandes de modification citoyens. Je vais vous donner la localisation des caractéristiques et à partir de là, les modifications réglementaires proposées viennent répondre à ces 2 demandes-là, mais viennent l'étendre, la même modification à d'autres zones qui sont autour de ces 2 zones-là. Et par la suite, je vais vous donner les prochaines étapes qui vont arriver dans le cadre de ce processus-là. Je vais vous donner les dates. Je vous ai montré les petits carreaux, là, mais je vais vous donner les dates et la période de questions-commentaires, comme Ernesto vous a mentionné tantôt, va suivre cette présentation. Donc, dans le contexte de la planification, il y a la vision de l'habitation, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il y a un plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026 qui vient dire les nouveaux logements d'ici 2040. L'objectif, c'est 80 000. Et cet objectif-là, si ça va super bien, ça se peut qu'il soit appelé à être augmenté. Et également accélérer la construction des logements pour tous les types de ménages, pas seulement une seule forme. Vous avez vu pousser des immeubles multilogements, des grands immeubles et tout, mais il y a différentes formes pour densifier. Donc, dans ce cas-là, on vient d'en présenter une pour créer également des milieux de vie inclusifs dans le même secteur. Il faut s'appeler qu'en décembre 2025, la SCHL a donné le taux d'inoccupation à 2,2 %. Il y a un équilibre entre l'offre et la demande quand on arrive à au moins 3 %. Puis, je donnerais une petite caractéristique, c'est qu'il y a pour les logements standards à peu près qu'on peut trouver sur le marché entre 1000 et 1250, c'est 1,1 %. Ça veut dire qu'il y a un logement sur 100 qui est disponible pour cette braquette de prix-là actuellement dans la Ville de Québec. Densifier doucement pour revitaliser et diversifier. Bon, ça, c'est l'objectif. Donc, c'est d'ajouter des logements à des bâtiments existants et ou sur un terrain déjà développé. La Ville a dans sa panoplie de règlements, au niveau du règlement, la possibilité d'avoir une maison de jardin, vous en avez entendu parler. Donc, le terrain est déjà développé, il y a une habitation en avant, il peut y avoir une maison de jardin à l'arrière, avec des caractéristiques, avec des normes à respecter et tout, mais ça devient un logement, un deuxième logement sur le même terrain, mais il est considéré comme logement associé, donc ce n'est pas le logement principal. Les autres objectifs, c'est diversifier les types de logements. Vous avez aussi des typologies que vous pouvez voir en réponse aux besoins variés de différentes clientèles. Des ménages de 4-5, des ménages de 2, des ménages de 1, jeunes, personnes aînées, diverses clientèles, également aussi divers portefeuilles pour supporter ces logements-là aussi.
Fait que ce qu'on vient présenter ce soir, on pense que ça va offrir des possibilités pour beaucoup de monde. Préserver le cadre bâti et la qualité des milieux de vie existants. Donc, on ne vient pas jouer sur le gabarit, la hauteur qui est prescrite et les marges de recul. On vient juste jouer sur le nombre de logements qui est possible dans un bâtiment, tout en optimisant les bâtiments, donc nécessairement. Et favoriser une plus grande mixité sociale et des milieux de vie inclusifs. Localisation caractéristique des deux demandes initiales. La première demande est dans le quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue, c'est le district de M. Lavoie dans ce cas-ci. Sur l'avenue Doucet, vous avez ici dans le petit rond vert le requérant qui a demandé la modification. Dans ce cas-ci, c'est ajouter un troisième logement dans un bâtiment isolé. C'est qu'il y a 3 logements actuellement. On n'a pas été capable, il y a eu une demande de permis d'agrandissement, mais on n'a pas été capable de trouver le permis qui a donné le troisième logement. Même si le bâtiment a été construit en 1971, la réglementation mentionnait 2 logements. La demande, c'est de venir rendre conforme de ce troisième logement qui se trouve dans cette résidence-là. Vous voyez ici le chiffre dans le cercle. Actuellement, c'est minimum 1, maximum 2. Et dans le jumelé, minimum 1, maximum 1. Pourquoi ils sont en jaune? Parce que les élus ont décidé de, tant qu'en ajouter un pour un, on va ajouter un pour l'autre aussi, dans ce cas-ci. Et pour la deuxième demande, elle est un peu plus au sud. C'est toujours dans le district de Saint-Rodrigue, sur la 46e rue Ouest. Dans ce cas-ci, c'était un des jumelés qui avait 2 logements. Dans un des logements, il y avait un logement intergénérationnel au sous-sol. Il est devenu vacant. Donc, les propriétaires, les requérants demandent que ce logement-là puisse devenir distinct avec une porte distincte et non pas être communiqué avec le logement principal. Donc, on part de bigénérationnel à logement dans un logement distinct. Encore ici, on voit sur la carte ici, c'est jumelé 1, maximum 2. Dans ce cas-ci, il est demandé 3. Puis, ce qui est aussi indiqué dans l'isolé, il y a un maximum de 4. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt les élus aussi ont décidé d'aller de l'avant avec cette modification pour acheter un logement, donc de 4 à 5. Je vais venir plus en détail dans les prochaines diapos. Les modifications réglementaires, dans un premier temps, les élus ont décidé de proposer d'aller de l'avant avec ces 2 demandes-là, d'autoriser un logement par bâtiment isolé et jumelé. Vous avez vu les 2 colonnes. Au nombre maximum prévu, qui était en jaune, à la guide de spécification, pour les zones concernées par la demande 1 45077HA et la zone deuxième demande 46032HA. Les 2 premiers chiffres, comme vous avez mentionné, c'est pour ça qu'on dit quartier 45, c'est les 2 chiffres du début. Puis dans l'autre demande, c'est le quartier 46, les 2 chiffres du début aussi. On se trouve un peu plus au sud, dans Saint-Rodrigue. En lien avec le contexte de planification urbaine qui a été mentionné notamment tantôt, il est proposé d'étendre cette modification-là en ajoutant un logement dans les zones du secteur possédant la même densité résidentielle que celle de la zone 45077HA. Vous avez vu tantôt, c'est 1 à 2 isolés, 1 jumelé. Donc, c'est ajouter un logement dans chacune des zones qui ont la même caractéristique que cette zone-là. Je vais vous les montrer tantôt, les énumérer et tout, là. Le reste de la grille pour ces zones-là, ça demeure inchangé. Comme je disais tantôt, la modification ne touche pas la hauteur du bâtiment, le gabarit, ne touche pas l'implantation du bâtiment non plus. C'est des marges de recul. Les marges de recul, c'est la distance entre un bâtiment principal et les lignes de l'eau, que ce soit la ligne avant, la ligne arrière et les lignes latérales. C'est ça les normes d'implantation à la réglementation. Le règlement en tant que tel que je vous ai présenté ce soir, c'est le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Charlebourg sur l'urbanisme relativement au nombre de logements par bâtiment dans plusieurs zones des quartiers 4-5 et 4-6. Donc, c'est le règlement du Conseil d'arrondissement 4 de la Ville de Québec. On est rendu au numéro 257 depuis 2010. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il propose l'ajout d'un logement dans un bâtiment de type dans la colonne isolée, dans la colonne jumelée, pour 16 zones dans les 2 quartiers. Dans le cas du quartier 4-5, c'est 11 sur les 16 zones qui sont touchées. Les 5 autres, c'est dans le quartier 4-6. Et ce règlement ne contient aucune disposition sur ce type d'approbation référendaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce type de modification-là n'est pas ce type d'approbation référendaire. Ces zones-là, à l'ouest, vous avez ici l'autoroute Laurentienne. À l'est, vous avez la Première Avenue et Henri Bourassa un peu plus haut, qui est ici. Et au sud, le corridor des cheminots et le boulevard Jean Talon qui est ici. Et vous voyez tout en bas,
La demande du requérant est tout juste au nord du corridor des cheminots, tout juste ici. C'est ces zones-là. Ce qui est en jaune actuellement, c'est ce qu'il y a un logement. Ce qui est en vert, c'est ce qu'il y a 2 logements. On le voit ici. Vous voyez bien les chiffres qui sont ici? OK. Donc, il y en a un certain nombre qui ont déjà 3 logements. On ne peut pas prédire s'il y avait des droits acquis ou ils l'ont fait sans permis ou quoi que ce soit. Il y en a même à 4, puis il y en a un certain nombre qui a plus que ça. C'est pas touché. Les gris, c'est que soit qu'ils sont en demande de permis pour changer des choses. Fait que dans ce cadre-là, il se retrouve, il n'y a pas de nombre de logements dans notre système, ou c'est des usages du groupe H3, des maisons de chambre. C'est un ou c'est l'autre, soit qu'ils sont en traitement actuellement pour un changement, ou c'est une maison de chambre. Pardon? Non? Je voulais attendre la période de questions, ça ne vous dérange pas? Parce que je l'ai dit tantôt, on ne touche pas à hauteur. Donc, la question, la demande citoyenne numéro 1, vous voyez ici, c'est dans la zone 45077HA. Les normes actuelles, normes maximales de logement autorisé dans un bâtiment isolé, 2. Dans le bâtiment jumelé, c'est 1. Donc, ce qui est proposé, c'est de partir de 2 à 3 pour l'isolé et de 1 à 2 pour le jumelé. Augmentation de 1. Cette demande-là de la citoyenne, les élus ont les zones qui ont les mêmes caractéristiques, avec le même nombre de logements, les mêmes marges de recul, la même hauteur, tout identique. Cette modification-là est faite et aussi demandée pour l'ensemble de ces zones-là. 45001HA, 45002HA, 45018HA, 45021HA, 45022HA, 45048HA, 45050HA, 45061HA, 45064HA et 45079HA. Je n'ai pas le choix de les nommer en consultation publique. Donc, si on résumait les modifications, c'est d'ajouter un logement autorisé dans un bâtiment isolé ou jumelé, les 2 premières colonnes. Dans les bâtiments arrangés, vous aviez qu'il y avait une 3e colonne, bâtiment arrangé, mais ce n'est pas touché par les modifications. Ils ne sont pas autorisés de toute façon. Et ça répond aux grands besoins en logement pour différents types de ménages, par une diversification de la typologie caractéristique des nouveaux logements. Et vous avez vu qu'il y en avait déjà qui étaient déjà dérogatoires. Donc, ces modifications-là viendraient les rendre conformes ceux qui ont déjà 3 logements dans le secteur. Au niveau du tissu urbain du voisinage, il y a peu d'impact parce que, comme je mentionnais, la hauteur maximale d'un bâtiment indiquée dans l'ensemble des zones demeure inchangée, qui sont 2 étages ou 9 mètres. Et les normes d'implantation non plus ne sont pas changées. Donc, les marges de recul pour l'ensemble de ces zones-là sont inchangées. La marge de recul reste à 6, avant reste à 6, en arrière 7,5. Les marges latérales ne sont pas changées non plus. Le stationnement sur rue non plus va occasionner peu d'impact parce que il y a quand même une norme à respecter actuellement qui est de 1,2 cases de stationnement par logement. Fait qu'ajouter un logement, il faut prévoir la case. S'il y a l'espace pour le faire, bien, s'il n'y a pas l'espace pour le faire, bien, il ne peut pas rajouter son logement actuellement. Est-ce que ça va changer dans l'avenir? Peut-être que la prochaine réglementation va pouvoir prévoir autre chose, mais actuellement, c'est toujours ce qui tient. Et les rues sont assez larges, il n'y a aucune problématique globale de recenser. Et ceux qui peuvent habiter là, qui n'ont pas de voiture, bien, le secteur est quand même assez bien desservi par le métrobus. Il y a 9 circuits réguliers, il y a 4 express et 3 couche-tard dans le secteur que je vous ai mentionné tantôt, les zones en jaune et qui se déclinent en d'autres couleurs. Les prochaines étapes de ce processus-là, vous avez, comme je disais, aujourd'hui, le 17, on est pour le quartier 4-5. Le 23, la semaine prochaine, c'est le quartier 4-6. L'adoption du règlement que je l'ai mentionné tantôt, ça se ferait au conseil d'arrondissement 28 avril et l'entrée en vigueur se ferait en avril ou en début mai. Ça prend à peu près 5 à 7 jours avant que le règlement puisse entrer en vigueur. Voilà. Merci. Merci, M. Hubert. Donc, nous allons commencer avec la période d'échange. Je vais juste vous donner quelques consignes pour le faire, puis pour permettre à tout le monde de participer. Puisqu'il s'agit d'une séance hybride, je vais alterner les questions en salle et les questions à distance aussi. Et c'est là que ma collègue Hélène va entrer en action avec la gestion des questions à distance. Tout le monde, je vous invite à vous, puis à gens qui sont à distance, je vous invite à mentionner votre nom, à dire votre nom et mentionner le nom de votre secteur, la rue peut-être,
C'est vraiment une question de pouvoir identifier à quel titre participez-vous à cette assemblée. Pour nous, c'est mieux pour comprendre les enjeux. Si vous êtes propriétaire, si vous êtes locataire, si vous êtes là depuis longtemps, pour nous, c'est bien de pouvoir identifier, voilà, c'est quoi les enjeux qui sont derrière vos questionnements, vos inquiétudes. Donc, voilà votre nom et le nom de votre rue, éventuellement. On va avoir des interventions de 2 à 3 minutes par personne. On pourrait faire un premier tour de parole. Si nécessaire, on va faire un deuxième, puis un troisième. Ça va dépendre, bien sûr, du nombre de questions. Et je vais peut-être. L'idée, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de personnes de s'exprimer. Donc, pour les personnes qui sont ici dans la salle, c'est simple. Vous levez la main et je vais vous inviter à passer au micro. Ça va être nécessaire de parler au micro parce que c'est mieux pour la qualité du son. Aussi, les gens qui sont à distance vont mieux vous entendre. Et c'est aussi parce que ça va améliorer la qualité du rapport de consultation. Donc, voilà, tout le monde, la consigne, c'est vraiment tout le monde s'approche au micro pour s'exprimer. Pour les gens qui sont en ligne, vous allez avoir deux possibilités. Vous allez pouvoir vous exprimer verbalement ou par écrit. Verbalement, pour le faire verbalement, on va utiliser l'outil lever la main qui se trouve en haut de votre écran peut-être ou en bas de votre écran. C'est une petite main, ça dit lever la main. Donc voilà, comme ça, par la suite, ma collègue Hélène va faire quelques manipulations à la plateforme pour pouvoir vous allouer les droits de parole. Et aussi, pour ceux et celles qui souhaitent plutôt s'exprimer par écrit, on va utiliser l'outil Q&R. Donc, question-réponse. Il y a aussi l'outil clavardage, mais il faut l'éviter. On va se centrer plus sur l'outil Q&R. Donc, c'est ça, c'est pour rien échapper. Et bon, comme disait tantôt Mme Boucher, il n'y a pas de mauvais ou des mauvais ou des bons commentaires. Tous les commentaires et les questions sont les bienvenus. Je vous demande d'avoir un esprit de collaboration et de respect. On n'est pas obligé, bien sûr, d'être d'accord par rapport aux propositions qu'on vient vous présenter ce soir, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger dans le respect. Donc, voilà, tous les commentaires et les questions sont les bienvenus. C'est ce soir qu'il faut le faire. C'est l'Assemblée des consultations. Monsieur Hubert vous a présenté l'échéancier. Donc, c'est vraiment aujourd'hui ou au plus tard la semaine prochaine, lundi, lors de l'Assemblée concernant les modifications pour les quartiers 4-6. Vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez. Et aussi les gens qui sont à distance. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. On va commencer. Et je vois qu'il y a une main levée à distance. Mais si vous permettez, Hélène, je vais rapidement voir s'il y a des questions dans la salle. Là, je pense qu'on va casser la glace à distance, Hélène. On peut peut-être Oui. permettre à la personne à distance de s'exprimer. Oui, alors merci Ernesto. Donc, nous avons deux personnes qui ont levé la main. Je vais donner la parole à M. Rémy. Monsieur Rémy, vous pouvez tout simplement activer votre micro. Alors, je crois que c'est déjà fait. On vous entend très bien. Alors, on vous Bonjour. écoute. Bonjour à tous, Bonsoir. Rémi Weber. Désolé, je n'ai pas de caméra, donc je le fais par micro. J'habite sur la rue Poirier, donc je crois que, je ne sais pas quel secteur c'est, mais j'ai vu que c'était 45 064 apparemment, d'après le plan. J'ai plusieurs éléments. C'est sûr qu'on était avec d'autres citoyens, on est proche de Maria Goretti, donc on a eu quelques petits enjeux avec la ville. Vous savez sûrement de quoi je parle. Donc, quand on parle de densification douce, ça me fait un petit peu rire parce qu'on nous a passé des 6 étages pour de la densification douce, puis là, vous nous parlez encore de densification douce. J'essaie toujours de passer des choses un peu sur différentes formes. Personnellement, je m'étonne parce qu'il y a eu 2 demandes, que vous vouliez étendre ça à des tas de quartiers. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Je suis contre cette façon de faire. Vous essayez toujours de détruire les quartiers avec les conseillers municipaux actuels, toujours en mettre plus dans les quartiers anciens que les gens ont achetés pour avoir une certaine qualité de vie, rajouter de la densification qui n'est pas douce, avec les gens qui se retrouvent avec des logements dans leur cours. Non, ça c'est
Absolument contre ça. Je vois d'ailleurs, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous arrivez avec ça, parce qu'au bout de la 68e rue, Angle Première Avenue, il y avait 2 maisons qui ont été détruites pour faire 4 blocs de logement. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez aussi la densification douce. Ça fait à peu près 8 ou 10 logements au mieux de 2. Donc, les gens qui ont les maisons à côté se retrouvent avec des voisins dans leur cour, des tas de voitures, parce que 10 logements, ça fait au moins 20 voitures. Les gens ne prennent pas beaucoup le transport en commun, contrairement à ce que vous avez l'air de dire. Donc, non, il ne faut pas y aller de façon systématique, étendre votre politique à tout le quartier, à toutes les zones. Non, ça doit rester du cas par cas et les citoyens doivent avoir leur droit de conserver leur quartier tels qu'ils sont et non pas se faire imposer des étages et des identifications comme vous le faites. Donc, absolument contre tout ce que vous faites actuellement à la ville. Il se fait beaucoup trop Merci. de choses de n'importe quoi d'ailleurs. C'est trop les promoteurs qui font les règles à la ville, qui font du tout et de n'importe quoi. Donc, respectez les citoyens, s'il vous plaît. Parfait. Merci. C'est ça. Il y a quelques réponses de notre Je vais côté. juste prendre un petit élément. Quand monsieur mentionne que c'est les promoteurs, là, on comprend bien que ce n'est pas une question de promoteurs actuellement. C'est certain que pour Ça un va citoyen... arriver, ça va Je arriver. vais juste terminer. Ah Je suis oui. désolée, monsieur, je vais terminer. C'est certain que là, on parle de venir faire l'ajout d'un logement. On n'est pas, c'est pas la même dynamique que venir faire du 4 étages ou autre. Là, on est vraiment à la réglementation aujourd'hui qu'on vient proposer de modifier. C'est l'ajout d'un logement sur une unité ou sur un jumelé. Donc, c'est vraiment cette perspective-là. Puis c'est une façon aussi de venir apporter cette densification-là qui ne soit pas que portée justement par les promoteurs. Donc, il y a des citoyens qui veulent faire des modifications pour eux. Puis actuellement, pour faire une modification, il faut faire une demande à la ville, il faut faire un processus. Il y a un processus quand même qui est plus important que juste faire une demande de permis. Si on va de l'avant avec cette modification réglementaire-là, à ce moment-là, les gens qui sont dans la salle, si vous décidez, par exemple, de faire un logement supplémentaire pour votre enfant, pour votre parent, et même pour un étudiant dans le coin, là, ça peut être juste ça, vous allez pouvoir le faire en demandant un permis à la ville, mais sans avoir de modification réglementaire parce qu'elle va déjà être permise au niveau de la réglementation. Donc, ça devient moins complexe pour un citoyen qui veut faire une modification si, de prime abord, il a la possibilité en faisant une demande de permis comme une demande de rénovation. Mais expliquez-moi pourquoi Merci. quelqu'un doit demander pour un logement de plus quand des promoteurs, au bout de notre rue, ils ont détruit 2 maisons pour faire 4 gros blocs. Comment la ville peut accepter ça, puis après revenir dire on ne change pas la hauteur, on ne change pas la superficie? C'est complètement incohérent ce qui se fait. Vous comprendrez, c'est un peu difficile de vous expliquer, en fait, de parler comme ça des projets. Ouais, mais Des allez projets, voir, mais on je note, voudrais mais le on prend savoir, note là. de votre commentaire. Merci beaucoup. Et écoutez, Merci. je vais passer la parole à, je pense qu'il y a une autre personne en ligne qui souhaite aussi s'exprimer. Juste Hélène, Alors, oui, il y avait quelqu'un Ernesto. d'autre? Oui, je confirme, nous sommes rendus à M. Pierre Boudreau. Alors, M. Boudreau, soit que vous ouvrez votre caméra, mais ce n'est pas une obligation, sinon votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est sûr que quand j'ai vu le petit carton que vous avez passé par les portes, j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Moi, je reste sur Alexis Bourbeau, c'est collé sur Jean Talon. Puis ici, c'est des bungalows. Fait que je voulais être sûr de bien comprendre là, ce qui risque d'arriver. Comme sur Louis XIV, je vois qu'il y a des maisons qui ont été détruites, puis là, ils ont construit je dirais des blocs de 2 étages. Fait que pour bien comprendre sur la rue ici, est-ce que ça se pourrait que quelqu'un, mettons, il vende une maison puis que ça puisse arriver qu'une maison à 2 étages qui se construise avec le 9 mètres de haut, comme vous avez spécifié tout à l'heure? Parfait, merci. Oui, c'est ça. Ça va être M. Hubert qui va vous répondre. Oui, j'essaie de sortir la présentation. Montrer la carte que j'avais tantôt. Puis aussi, je me demandais, comme là, ici, c'est un bungalow, c'est juste un logement. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait 2 ou 3 logements de permis?
Oui, un instant. Vous voyez cette carte ici que je vous ai montrée tantôt? OK. Depuis 1980, depuis les années 70-80 que c'est autorisé 2 logements. Tout ce qui est OK. jaune, c'est encore juste un logement. C'est pas demain matin que ça va tout, comme le commentaire qu'on a entendu tantôt, tout va être démoli puis tout va être reconstruit par des promoteurs d'ici 2-3 ans. Depuis, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il y a seulement quelques-uns qui ont un deuxième logement. Il y en a un petit nombre aussi qui ont 3 logements. Fait que ce n'est pas les promoteurs qui vont décider. Si vous ne voulez pas vendre, si vous voulez demeurer chez vous, vous ne vendez pas. Puis il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas abordé, qui a rapport plus à l'aspect économique. Vous connaissez le coût des maisons maintenant, aujourd'hui? Oui. Bien, quelqu'un qui veut s'acheter une maison dans ce coin-là, bien, d'avoir un logement supplémentaire qu'il peut avoir dans le sous-sol ou dans une partie du rez-de-chaussée ou des bâtiments à 2 étages qui peut avoir peut avoir 3 logements, bien, ça peut facilement aider à soit acheter ou sinon rénover. OK. Les gens qui ont des enfants qui grandissent puis qui veulent avoir leur place, leur espace, leur bulle, entre guillemets, bien, ça permet aussi ça, d'avoir 2 logements puis un petit logement pour aussi les enfants ou les parents. Il y a différentes possibilités de densification douce. On a parlé tantôt, je vous ai montré, j'ai expliqué, il y avait des maisons de jardin qui est possible, mais ce qu'on avait anciennement, les logements intergénérationnels, qui sont devenus maintenant des logements d'appoint dans la nouvelle réglementation. Ce qui était distinct, c'est que l'intergénérationnel devait avoir une communication 24 heures avec le logement principal. Le logement d'appoint n'a pas cette contrainte-là. Il peut être distinct avec sa porte distincte, donc ça fait quand même des logements, des possibilités d'héberger ses parents, ses enfants ou d'autres, ou aider aussi à les coûts d'acquisition ou les coûts de rénovation. Donc, et ça ne vient pas chambouler le quartier au complet en achetant juste un logement dans un bâtiment. Et Bon, sans toucher au gabarit, parce que le nombre d'étages n'est pas touché dans la modification, donc il demeure le même à 2 étages. Fait que même qu'on mettrait 3 logements, ce n'est pas 3 étages qui va s'en venir. Ce n'est pas 4 étages non plus. OK. Ça Ben, va je rester voulais à être 2 sûr de étages. bien comprendre. Donc, Merci. juste à côté de chez nous, ben, il y a la rue Lucien-Paquette. Puis j'ai remarqué, ben, c'est ça. Là, ils ont démoli une maison, puis c'est rendu ben, quelque chose qui doit avoir une trentaine de pieds, là, votre 9 mètres là, de haut. Fait que je voulais être sûr de bien comprendre. Là. Oui, Adam, oui, il y a aussi un complément de réponse du côté de Mme Boucher. Oui, puis vous pourrez compléter aussi. En fait, je sais, on commence à en voir hein, dans nos quartiers, quelqu'un qui démolit un bungalow puis qui construit un jumelé ou qui construit un 2 étages. C'est déjà conforme actuellement au niveau de la réglementation parce que nos zones, ces zones, je dis non parce que je suis dans ce type de secteur-là, moi aussi, là. Donc, nos zones ont déjà, au niveau de la grille de zonage, la possibilité d'avoir soit un bâtiment isolé ou un jumelé. Donc, en défaisant et en faisant un jumelé, il reste conforme. Fait que c'est une demande de permis, mais il n'y a pas besoin de modification réglementaire parce que c'est déjà quelque chose qui est conforme. OK. Donc, la modification qui a été faite dans le secteur, elle est déjà conforme. Ils avaient déjà le droit d'avoir cette hauteur-là. Ils avaient déjà le droit d'avoir un jumelé selon la grille des années. Quelles années? 70? 70, oui, dans C'est ça. ces années de construction-là. Donc, c'est nouveau comme façon de faire parce que là, nos bungalows, des fois, commencent à prendre de l'âge, puis que des fois, au lieu de rénover, les gens vont préférer mettre à terre. Puis, bon, tu sais, on peut trouver que c'est une bonne ou une mauvaise raison, là, ça appartient à chacun, mais ils sont conformes déjà au niveau du zonage actuel. Donc, la modification qui est faite là leur permettrait simplement s'ils font un jumelé, par exemple, d'avoir une troisième unité ou s'ils font un bâtiment isolé, ben d'avoir un deuxième unité dans leur bâtiment isolé. Oui, puis j'ajouterais pour le jumelé, un jumelé, un logement, c'est vous savez, 2 étages avec le sous-sol. Qu'il y ait un logement ou 2 logements, ça va être la même grosseur de jumelé, un qui sont côte à côte, qu'il y ait 1 ou 2 logements. Ils ne sont pas plus gros, ce n'est pas plus haut. Il va y avoir juste un logement de plus à l'intérieur de ce bâtiment-là. Merci OK. beaucoup. Merci. Hélène. Merci à vous, monsieur. Hélène, si tu me permets, je vais aller avec une question ici dans la salle.
Oui, ça fonctionne. Bonjour, Steve Clavet, j'habite sur la 92e rue. Je ne suis pas d'accord avec le changement, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a déjà une permission pour avoir un logement. Là, vous voulez monter à 2 logements. Le cas sur Louis XIV, c'est une division de l'eau. J'habite de tous côtés, ce n'est pas la même chose. Mais moi, je trouve que vous ouvrez la porte, je parle encore des entrepreneurs, parce que là, à un logement, je peux comprendre que c'est plus générationnel. C'est quelqu'un qui va se faire un logement pour payer plus facilement sa maison, etc. Mais à 2 logements, ça ouvre la porte à une certaine rentabilité que les entrepreneurs vont voir et ils vont vouloir acheter des maisons, monter un 2e étage et les louer 3 logements. Donc, ça va faire 3 logements par maison. Donc, on part de 1, possibilité d'une famille, possibilité de 2 à 3 familles sur un même lot. Donc, c'est cette porte-là qu'on rouvre, je crois, de la rentabilité que les promoteurs vont voir et qui vont commencer, on l'a vu déjà, là, ils divisent des lots, ils montent des jumelés. Là, ça ouvre la porte à cette rentabilité-là qui vont sauter dessus. On s'entend, là. Pour l'instant, oui, le quartier est à des maisons unifamiliales, certaines ont un 2e logement, mais la porte du 3e logement ouvre la rentabilité. OK. Merci. Est-ce que... Merci. Parfait. Oui, Hélène, si tu me permets, je vais aller avec une 2e question dans la salle. Allez-y, monsieur. C'est René Bédard, je suis sur la rue Garon. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. C'est que les 2 personnes qui ont parlé à la date, ça me jette un petit peu à terre parce que moi, je pense que ça répond à des besoins vraiment précis. Moi, j'ai posé la question à Expo Habitat, les bénévoles de la ville. Ils ont dit non, moi j'ai 2 logements, c'est un duplex. Ils ont dit non, c'est comme ça, on ne peut pas rien faire. Fait que là, je suis content d'être ici. Puis je trouve qu'honnêtement, moi, j'ai des immeubles de revenus à Québec ailleurs, mais je pense que ça répond à des besoins de beaucoup de gens. Les enfants, les personnes, nos parents, des choses à même. Fait que moi, je trouve que c'est super. C'est quelque chose de merveilleux, cette proposition-là. Puis les gens qui capotent un peu, qui voient une maison sur une boîte carrée qui a 2 logements dedans ou un, tu sais, ça ne change rien du dehors. Fait que les gens sont respectueux, puis j'ai vu le nombre de cases de stationnement, tout ça. Moi, je pense que ça répond à un besoin vraiment qui est là, qui est présent. Puis c'est doux. Moi, je trouve ça doux, effectivement. Des fois, j'aurais mis ça plus large dans la ville, mais là, vous allez en douceur, un petit coin. Bon. Moi, je vois ça de même parce qu'à date, les commentaires sont plutôt négatifs, mais je ne suis pas d'accord avec ça, puis je ne le comprends pas non plus. T'sais. Les gens, ils voient des promoteurs, mais les promoteurs le font déjà. Il y a des places qui des fonds de maison, ils font 2 blocs de 3 logements, ça se fait déjà. Fait que c'est les gens mêlent les cartes, là, c'est autre chose. Mais ça, c'est sûr que ça se fait. Puis c'est le projet que vous proposez là, c'est pas ça du tout. T'sais. Moi, je trouve ça doux. Personne ne me dit ça à date, mais je suis d'accord avec ça. Merci, monsieur. Merci. Merci. Oui, attendez, il y a juste m'assurer qu'en ligne, nous avons quelqu'un. Hélène, de ton côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser des questions par écrit ou... Oui, je confirme que nous avons Madame Marie-Ève Jean. Donc, Madame Jean, c'est votre tour. Vous pouvez Donc, si vous me activer permettez, votre à la micro. suite. Oui, merci, Hélène. Ça va, je peux y aller? Oui, on vous entend bien. Marie-Ève Jean, je suis sur l'avenue de Choiseul. Donc, j'ai plusieurs questions, la plupart assez courtes. Le logement en question, on parle d'un logement en supplément du propriétaire occupant ou le propriétaire pas forcément occupant ou il s'agit du logement occupé par le propriétaire? Je suis un peu mêlée là. Il peut être le propriétaire occupant. Il peut subdiviser une partie de son bâtiment pour louer à quelqu'un, soit sa famille ou un étranger. Et il va avoir la possibilité de louer un 3e logement s'il y a l'espace nécessaire dans son bâtiment pour, encore une fois, soit quelqu'un de sa parenté ou un étranger qui va venir habiter ce 3e logement-là. Actuellement, c'est déjà... OK, donc vous me confirmez qu'il est occupant? Ça peut être quelqu'un qui achète des maisons et qui les loue, mais il ne peut pas louer plus que 3 logements par maison qu'il va acheter. OK, donc il n'est pas forcément occupant. Ensuite, donc pour le stationnement, j'ai bien compris que la norme actuelle demeure. Dans ma rue, je peux dire que la norme actuelle fait en sorte qu'il y a nombre de voitures dans les rues.
et qu'il y a eu d'énormes problèmes de stationnement, de déneigement cet hiver et qu'il y a eu aussi il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans les rues et qui, quand c'est stationné tout le long, ça cause des enjeux de sécurité parce qu'on les voit surgir d'entre deux voitures. Donc, j'imagine que vous envisagez de mettre des stationnements permis d'un seul côté pour favoriser le déneigement et la sécurité. Envisagez-vous quelque chose de ce genre-là? Je vous dirais que le service de transport mobilité intelligente, s'il y avait une problématique, vous pouvez la soulever au 311. Eux, ils vont aller valider cette problématique-là. Ils vont prendre des comptages, ils vont regarder tout ça. Puis s'il y a lieu d'intervenir, si vous en faites la demande officielle au 311, si l'analyse est concluante, ils vont interdire, ils vont mettre des panneaux pour interdire le stationnement sur un côté d'une rue, puis le lendemain, ça va être sur l'autre côté. Ou ils vont regarder les différentes solutions, puis ils vont mettre en place des aménagements ou des panneaux en conséquence. D'accord. Donc, quand les gens vont avoir plusieurs maisons qui vont avoir des gens qui stationnent dans la rue suite à ce règlement-là, ça va être possible de faire appel à ce service, puis il va y avoir des solutions qui vont être mises en place. Tout à fait. Mme Boucher pourrait vous le répéter aussi si vous venez au conseil d'arrondissement. Faites le 3-1, c'est la meilleure porte d'entrée. Mais il y avait quand même une norme qui a été nommée au niveau du stationnement. Oui. Oui. 1,2. Donc, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas cette condition, la personne ne pourra pas nécessairement comme rajouter un logement de plus. S'il n'y a pas l'espace pour mettre une case sur le terrain, il ne pourra pas aménager le troisième logement. Parce que vous aviez parlé un petit peu du stationnement sur rue. Et je voulais juste m'assurer si c'est correct par rapport aux la première volet de votre question, là. Occupant, non occupant, c'était correct? Oui, j'ai compris que c'était pas forcément occupant. Avez-vous d'autres questions? Oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres personnes, là, je vois qu'il y a une autre personne qui allez-y. Je vais faire ça vite. Donc, le suite de la présente consultation, c'est quoi? Pourquoi vous nous consultez? Vous ne l'avez pas mentionné. Vous prenez nos questions aux commentaires, mais pour en faire quoi à la suite de ça? Dans la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, dès qu'on fait une modification en réglementation d'urbanisme d'une ville, d'une municipalité, il faut aller présenter ces modifications-là en consultation publique. Et suite à cette consultation-là, les questions que vous posez ou les questions qui sont posées ici dans la salle, Ernesto rédige un rapport de consultation qui va suivre la décision des élus du conseil d'arrondissement d'aller de l'avant ou non. Dans ce cas-ci, l'étape suivante, c'est d'adopter le règlement. Fait que le rapport de consultation, toutes les questions que vous avez soulevées vont être consignées dans ce rapport-là. Et s'il y a des choses à regarder, comme vous avez parlé tantôt de stationnement, il va y avoir le système de service de transport mobilité intelligente qui pourrait intervenir. Si vous n'êtes pas la seule ou vous pouvez déposer cette demande-là au 3-1, comme je l'ai précisé tantôt, comme ça va être consigné et vous allez faire une demande, dans ce cadre-là, elle ne sera pas oubliée, cette demande-là. Oui, merci. En fait, et merci pour la question parce que j'imagine que vous pensez que tout est déjà canné. Et à quoi ça sert de demander aux citoyens son avis? Effectivement, ça fait partie du processus. C'est l'occasion pour s'exprimer, c'est l'occasion pour signifier à l'instance qui prend la décision que c'est quoi les enjeux à considérer. Comme disait mon collègue, je vais rédiger un rapport de consultation qui sera remis aux autorités, à l'instance décisionnelle, puis ça va être à eux de décider si on continue le processus tel que proposé ou on apporte des modifications. Effectivement, c'est à ça que servent les consultations publiques. Merci pour la question. Allez-y, je pense que vous aviez d'autres. Oui, j'ai d'autres des questions plus techniques. Vous parliez de marge de recul par rapport au fait que les normes pour les bâtiments ne changeaient pas. Là. Moi, je ne suis pas familière avec ça. Est-ce que ça veut dire que c'est possible probablement d'agrandir tout de même à l'intérieur de ces marges-là? Ce n'est pas la dimension du bâtiment existant, si c'est une marge de recul, c'est bien ça? On pourrait agrandir vers l'avant jusqu'à un maximum de 6 mètres, qui est la marge de recul en avant. On pourrait agrandir en arrière jusqu'à temps qu'il reste au moins 7,5 mètres à la ligne arrière de l'eau, qui est la marge prescrite. Et il y a des marges sur les côtés aussi, qui sont différentes pour un isolé et un jumelé.
Fait que nécessairement, le carré qu'on appelle l'aire constructible est défini par les marges. À l'intérieur de ça, il pourrait s'agrandir s'il y a de l'espace. OK. Ma dernière question, c'est une question plus globale, là. Parce que j'entends, on a besoin de développer la ville. Puis, ma question, c'est pourquoi? Est-ce qu'on a des emplois à combler? Ou d'où vont venir ces gens? Vont-ils venir des régions? Est-ce qu'on vide les régions? On ne videra pas les régions juste à la ville de Québec, là. Mais je me demande, à partir du moment où on dit qu'on a besoin de développer, puis j'ai entendu le maire le dire également hier à propos au maire de Saint-Augustin, je pense, il faut développer, ça a l'air vraiment d'être important. Mais moi, je me demande pourquoi. Merci de poser la question. Effectivement, des fois, on nomme des choses, puis on a l'impression que ça va de soi, mais c'est les données démographiques, la prévision des données démographiques. Donc, autant, là, si on regarde au niveau des naissances, on comprend que ce n'est pas nécessairement avec les naissances là, actuellement qu'on augmente au niveau démographique, là. Mais il y a de l'immigration interrégion, de l'immigration internationale aussi. Donc, autant, en fait, au niveau démographique, on voit une augmentation à venir. Donc, c'est dans cette optique-là. Au niveau de la région métropolitaine de Québec, là, la RMR de Québec, donc un peu plus large avec les autres villes, puis on inclut là-dedans Lévis, on inclut plus largement. On a tous un maximum au niveau du périmètre urbain, puis on ne peut pas dépasser notre périmètre urbain. Il y a certaines villes qui ont plus de contraintes au niveau du développement. Par exemple, les villes qui sont ou qui ont plus de territoires agricoles ou qui ont plus de territoires protégés, donc qui ont plus de contraintes à ce moment-là. Il y a plus de densification dans certains secteurs. Donc, la ville de Québec, c'est sûr que c'est la ville-centre où on est plus en densification par rapport à, je vais parler de Stoneham, donc les villes plus en périphérie. Il y a une question aussi au niveau du transport. Donc, c'est certain que si on développe plus largement en périphérie, ben, les gens qui sont en périphérie, je parle des villes autour, ben, ils vont, vous l'avez peut-être vu sur Laurentien, là, ça vient pris. Puis en partie à cause de la deuxième couronne nord, c'est-à-dire on parle de Stoneham, on parle du Lac-Beauport. Donc, à partir du moment où ça se développe davantage, bien, ça vient nous prendre un petit peu de notre côté. Donc, c'est certain que si on vise à densifier à l'intérieur de la ville de Québec, on évite aussi ça, on s'assure de rester dans... Donc, ça fait partie là, du plan d'urbanisme et de mobilité en prévision avec les prévisions démographiques qu'on a actuellement. J'espère avoir répondu à votre question. Ben oui, ben il reste du mystère sur d'où viennent ces prévisions démographiques-là, mais il y a sûrement des choses sur le site Internet de la ville qui l'expliquent, ou ailleurs. Mais oui, ça répond à ma question. Merci. C'est des statistiques. C'est pas la ville qui fait ses propres prévisions démographiques. Là, on utilise les prévisions démographiques qui nous est présentées par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada aussi. Merci. Merci à vous. Donc, Hélène, je vais passer la parole ici du côté de la salle. Merci, madame, pour votre patience. Bonjour, mon nom est Nancy Murray, je reste sur le Colombelle. Comme le monsieur disait tantôt, là, je reviens avec la maison sur Louis XIV, c'est un unifamilial qui a été vendu, puis c'est rendu un duplex 4 familles. On s'est dit, bon, c'est sur Louis XIV, c'est pas grave, tu sais. Maintenant, là, c'est rendu que ça va rentrer dans nos quartiers parce qu'on sait tous qu'on a des grands terrains. Le contracteur arrive, une maison de 800 000. C'est pas cher, 800 000. Je la jette, je vais en faire 4 dessus. C'est ça qui va arriver là, dans le quartier? Ou bien. Oui, c'est ce qui peut arriver. Si vous décidez de ne pas vendre, ça n'arrivera pas. Ça veut dire que mon terrain qui est immense, quelqu'un peut acheter la maison, la mettre en terre, puis faire deux duplex là-dedans. Si vous êtes prêt à vendre, on va regarder en fonction de la réglementation. Ben moi, si je vends, mes voisins ne seront pas contents. Si mon voisin vend, c'est nous autres qui ne serons pas contents. C'est la loi du marché, madame. C'est déjà, ça se fait déjà conforme. Donc, vous rentrez dans un quartier, vous faites ça aussi dans un quartier. Là. Pardon? Vous allez rentrer dans un quartier, vous allez faire ça dans un quartier. On propose juste d'acheter un logement pour ceux qui veulent s'acheter un logement. Ça, je suis d'accord avec ça. La maison est déjà là, c'est correct. Mm-hmm. Mais le contracteur qui achète la maison, il la met à terre, puis il fait 2 duplex. Mais pour ça... fait 4 familles, ça. Là. En fait, c'est pas conforme au niveau du lot. Le lot, sur un lot, tu peux pas faire... Vous avez vu tantôt,
quand j'ai mis le petit rond vert, là, Ouais, c'est un peu compliqué à comprendre. juste en bas, ben, isolé puis jumelé. Puis juste en bas, c'était la largeur. Il y avait des normes de lotissement. Pour un isolé, le logement, le terrain doit avoir au moins 15 mètres de large. Pour un jumelé, ça doit avoir au moins 10 mètres de large. Fait qu'il faut qu'il y ait un terrain de 20 mètres de large pour être Dans capable. la rue. De La largeur de la ligne de l'eau avant. Parce qu'il y en a qui ont des petits terrains de même, mais c'est grand, hein? Ça s'en Ouais, va comme ça en arrière. Mais pour qu'ils puissent le subdiviser et tout, il faut qu'au moins qu'il y ait ces largeurs-là à respecter. De la rue. La largeur de la façade. Juste de la façade. Parce qu'il y en a, là, la façade est comme ça, mais les terrains sont comme ça. Oui, mais en façade, il Il y en a sur place. faut qu'il y ait minimalement 10 d'un bord, 10 l'autre bord, donc c'est 20 mètres. Donc, il pourrait Avec une largeur minimale, parce que la question a déjà été posée, la largeur minimale d'un bâtiment doit avoir au moins 6 mètres pour un jumelé, avec 4 mètres de marge latérale. Donc, l'espace entre le bâtiment, entre le mur et la ligne, ce qui fait 10 d'un bord, 10 l'autre bord. Pour un isolé, c'est 7,3 mètres. Ça fait que c'est 24 pieds de bâtiment sur 15 mètres de large qu'il faut qu'il y ait le terrain. C'est 50 pieds. Il ne peut pas subdiviser un terrain de 100 pieds en 4. C'est ça que je vous dis. Non, en 2. Oui, il peut faire en 2. Donc, il va y avoir 2 duplex. 2 étages maximum. C'est ça. Dans un. C'est une maison. Pas comme ils ont fait sur Louis XIV. Là. Ouais, une maison, un étage. Alors, je vais me permettre, Ernesto, mon collègue, les personnes qui sont en ligne n'entendent pas les interventions en salle. Alors, s'il vous plaît, nous vous invitons à parler devant le micro. C'est parfait, mais je pense que oui, effectivement, il y a quelque chose à clarifier. Et allez-y, monsieur. Il faut clarifier, ce n'est pas une division de l'eau ici, c'est qu'il va y avoir 3 logements par maison de possible. Donc, probablement une maison de 2 étages, il va y avoir un logement au sous-sol, un logement au premier, un logement au deuxième étage, 3 portes. Ou deux au sous-sol et un au rez-de-chaussée. C'est ça, exactement. Mais les 3 cases de logement sont possibles. Ils peuvent prendre l'avant au complet du terrain et faire leur. Quelles sont les normes? Il y a des normes minimum au niveau du. C'est sur le côté de la maison, c'est sur. Ils ne peuvent pas être en façade. Il ne faut pas empiéter plus que 3 mètres dans une façade. Donc devant le bâtiment. Fait que nécessairement, il faut qu'elle soit sur le côté, la case. On peut empiéter devant le bâtiment, mais pas plus que 3 mètres. Puis s'il y avait un autre stationnement de l'autre côté, il pourrait faire la même chose, mais il faut qu'il conserve 6 mètres entre les deux. Il y a quand même des normes assez strictes à respecter. On n'arrive pas avec un bâtiment et dire, ben, toute la façade, on met 6 voitures. Il faut garder en tête qu'il va y avoir une possibilité de 3 logements par maison. Absolument. Avec 3 cases minimales. Ça peut être les cases à l'arrière. Ça peut être des cases à l'arrière. C'est juste un élément, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 25 du terrain qu'il faut qu'il demeure en verdure. Il y a une autre norme qui est à respecter dans ces cas-là, c'est qu'il y a au moins 25 du terrain qu'il faut qu'il demeure en verdure. OK. C'est correct? Oui. Oui. Madame, J'ai c'était une correct pour question, vous? moi aussi. Attends, donne-moi un petit instant, Hélène. Je pense, je vais juste m'assurer. Juste un petit élément. Je pense que. Non, mais 2 duplex ne peuvent pas monter si ça ne respecte pas la largeur. Oui, c'est ça. On n'entend pas. On n'entend pas, mais il y a l'inquiétude. Oui, c'est ça. Il y a l'inquiétude concernant effectivement la possibilité d'agrandir l'espace. Je pense que ça vaut la peine d'insister sur le fait que les normes actuelles concernant les marches ne sont pas modifiées, non plus par rapport à la hauteur. Si jamais il y a encore de l'espace, c'est parce que les actuels propriétaires n'ont pas voulu agrandir. Mais ça ce n'est pas touché, si je comprends bien la proposition. Oui, donc c'est correct. Hélène, madame, c'est correct. Vous avez d'autres questions? OK, c'est ça, il y a une inquiétude par rapport à... Oui, parfait. Mais il n'y a rien qui n'empêche non plus la destruction d'une maison pour construire autre chose. Oui, on va vous demander de parler devant le micro, s'il vous plaît. Chose. Oui.
Donc, je pense que je veux juste m'assurer que c'est bien correct, madame. Vous avez eu la réponse. Peut-être vous n'êtes pas d'accord effectivement avec la proposition. OK. Donc, Hélène, est-ce que de ton côté, il y a des questions, des commentaires? Oui, nous avons Monsieur Dos Santos. Alors, oui, si vous voulez bien activer votre micro. Oui, bonsoir. Oui, bien, bonsoir. Bonsoir, Madame Boucher, Monsieur Aubert, Monsieur Cobos et Madame Saint-Pierre. Merci de cette proposition parce que je vous raconte un petit peu, parce que moi, j'étais au Brésil de 2014, puis j'étais invité par le Québec pour travailler ici comme programmeur. Puis moi, je venais avec mes enfants. À ce moment-là, il y avait beaucoup de disponibilité partout les quartiers, partout le Québec, là. Mais à un moment donné, après 13 ans, mes enfants sont grandis. Puis on est rendu au cégep, puis un autre est rendu à l'université. Bien sûr, ils sont déjà des gros ados, là, sont 18 et 20 ans. Puis il est arrivé un moment qu'il s'est cherché des logements. Il n'a pas trouvé. Moi, j'habite à 70e, au secteur 45 079 HA. Puis j'ai acheté deux jumelés, sont collés ensemble. Moi, je suis un propriétaire habitant, puis mon enfant, la plus vieille, elle habite dans l'autre. Puis il est arrivé au moment que mon autre enfant de 18, il veut aussi avoir son espace, sa liberté et tout. Puis on s'est dit, OK, on va chercher ailleurs, en place pour que tu puisses habiter parce que ici, c'est ta soeur avec hein. Puis on n'a pas trouvé. Et qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de demander à la ville si on pourrait faire une division de ces 12e logements, de ces 12e jumelés. Puis on a vu que non, c'était pas possible. Puis OK, on était tranquille. Puis aujourd'hui, on est arrivé, nous avons su que il y a cette possibilité. Puis je vois que c'est correct quand nous sommes dans notre coin, quand nous avons notre confort, puis on ne veut pas perdre le confort. Mais c'est incroyable comme le monde est devenu aussi égoïste et aussi pessimiste parce qu'on pense dans notre cour, quand nous sommes dans le confort de notre foyer, mais quand les autres vont chercher, par exemple, je vais habiter à côté de mes parents, il faut que j'habite à ce lac Saint-Jean parce que ici à Québec, on n'a pas un endroit. Puis maintenant, je vois la possibilité de garder mes enfants à côté puis les aider à se bâtir parce qu'ils sont venus très petits. Ce sont comme des vrais Québécois. Elles sont québécoises, ne sont plus brésiliens, sont des québécoises. Puis elles sont la culture. On est venu, la culture québécoise nous a absorbés. OK? Puis là, je vois la possibilité que mes enfants, là, je vais pouvoir l'aider à bâtir son avenir parce que si on fait ça, je ne vais pas demander à mes enfants de payer le loyer. Si, d'autre côté, il faut mes enfants, il faut qu'ils payent les loyers. Je sais que les autres sont très préoccupés. Ah, je vais perdre ma cour, je vais perdre ma vision, puis et les autres, tu vois. Il ne faut pas penser parce que nos enfants grandissent. Le Québec, oui, reçoit beaucoup de gens d'ailleurs, à l'international, du lac Saint-Jean, n'importe où qui vient, par exemple, à l'Université Laval, parce que ailleurs, on n'a pas. Et c'est difficile de trouver un logement. Et aujourd'hui, c'est ça, nos enfants grandissent. C'est que des gens qui sont si égoïstes, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas des enfants, qui veulent juste sa boule, puis demander évidemment encore, mais c'est incroyable. Puis encore, merci, M. Boucher, ben, toute la gang là pour cet effort-là. Puis c'est juste un commentaire là. C'est correct, Merci. M. Dos Santos. Merci, merci à vous. Merci. Donc, si vous me permettez, Hélène, je vais passer ici dans la salle. Ma question est en deux temps. Allez-y. Premièrement, moi, j'ai acheté dans le quartier parce qu'il y avait des caractéristiques particulières, le quartier.
Là, ça change. Je trouve ça plate parce qu'il y a un processus qui existe, qu'on appelle le processus référendaire. Malheureusement, le changement que vous apportez est exempt de ce processus-là. Hein? Il a été exempté, donc la population n'a pas à se prononcer. Fait que la décision va être prise quelque temps par notre conseil et non pas consulter chacun des citoyens. L'augmentation de logement n'est pas prise en compte. Là, donc, je trouve qu'un citoyen qui est un peu en opposition d'écouter ce soir, mais la vision de tout le quartier ne sera pas entendue. Ma question est en deux temps parce qu'il y a d'autres exemptions qui sont possibles au processus référendaire. J'en cite une parmi la liste. Là. Le changement de hauteur. De passer de 2 à 3 étages aussi est exempt. Donc, comment pouvez-vous nous assurer ce soir que là, oui, on demande d'un logement, mais qu'éventuellement, on n'augmentera pas la hauteur, on ne changera pas les marges non plus, ne sont pas sont exempts. Donc, comment vous nous assurez que ce n'est pas le début d'une cascade de densification qui commence? Voici la crainte des gens de mon quartier, parce que j'ai parlé avec mes voisins qui ont tous acheté un unifamilial avec des caractéristiques présentes dans le quartier. Et là, on se retrouve devant vous ce soir. On n'est pas vraiment, on est consulté, j'appelle ça une séance d'information, on ne se cachera pas. Là. On n'est pas vraiment consulté et il y a un super processus qu'on aurait pu avoir pour que chacun des citoyens se prononce et on est exempté. Mais le prochain changement va être exempté aussi. Ce n'est pas le choix d'être exempté de processus référendaire, c'est le type de réglementation, type de modification réglementaire qui ne fait pas partie d'un processus de réglementaire, excusez-moi, d'un processus référendaire. Est-ce que c'est possible d'expliquer dans quel contexte il y a des processus référendaires? Oui. Quand on modifie les groupes d'usage, si on avait ajouté un autre usage, ajouté commerce d'une superficie X qui était possible au rez-de-chaussée. Donc, les groupes d'usage sont susceptibles d'approbation référendaire. On s'est venu toucher aux limites des zones, c'est susceptible d'approbation référendaire. On aurait parti, votre question est bonne, de 2 à 4 étages, c'est susceptible d'approbation référendaire. Quand, là, on voulait faire juste une densification d'eau sur un logement, fait partie des exceptions qui ne le sont pas par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ce n'est pas un choix, il faut rentrer dans ce canal-là. Si on dit cette modification-là, mais comprenez notre crainte. Il aurait fallu monter à 8 logements, mettons. Là, ça aurait pu l'être, mais c'est pas... Comprenez notre crainte que c'est un autre petit changement qui, finalement, le quartier va être dénaturé. C'est la loi qui dicte à quel moment on arrive en processus référendaire. Ce n'est pas un choix que les élus, que la Ville prend, c'est vraiment une loi provinciale, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, qui vient dicter qu'est-ce qu'on fait, qui est en appropriation référendaire ou pas. Ça vient soutenir au niveau de la modification, ça vient soutenir le citoyen dans son pouvoir, mais un des pouvoirs que les citoyens ont, c'est sur toutes les autres, c'est les élections. Après ça, c'est les consultations, parce que oui, ce sont des consultations. Moi, je peux vous dire qu'on a fait des consultations quand on est venu faire la modification réglementaire pour l'ajout d'unités d'habitation accessoires. Le projet a changé suite aux consultations publiques. Ce n'était plus le même projet qui était présenté initialement, qui a fini par être adopté en réglementation parce que les citoyens nous ont amenés à faire évoluer le projet. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait on ou off, on fait ou on ne fait pas le projet, qu'on n'écoute pas les citoyens. Ça peut nous permettre d'adapter, de modifier, de prendre en compte. Ça peut arriver qu'on ne fasse pas les projets, mais ça peut arriver qu'on les modifie en cours de route. Et celui-là, ben oui, cette modification réglementaire-là, et il y en a régulièrement des modifications réglementaires. Il y a régulièrement aussi des dérogations mineures qui sont des décisions d'élus parce que vous élisez des élus qui... Puis peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ceux qui sont au pouvoir, puis c'est correct, là, ça fait partie de la démocratie. Là. Mais les élus qui sont en place ont un pouvoir décisionnel sur certains éléments, des règlements comme celui-là, sur des dérogations mineures. Ça fait partie du pouvoir. Là, on est au niveau de l'arrondissement, puis il y a d'autres pouvoirs qui sont au niveau de la ville, puis il y en a d'autres qui sont au niveau de l'agglomération. Donc, c'est un peu la cascade de la façon de comment on peut faire modifier la réglementation. L'objectif actuel, puis après ça, je vais vous laisser, M. Hubert. L'objectif actuel n'est pas de faire une cascade. C'est pas on vient faire ça, puis l'objectif après ça, c'est d'ouvrir
Moi, je peux vous dire que ce n'est pas l'objectif. Est-ce que ça ne sera jamais ce qui sera fait? Je ne peux pas vous dire. Quand moi, j'étais jeune, la montagne des Roches, c'était un boisé. Quand j'étais jeune, en arrière de Loiret, il n'y avait rien, il y avait des chevreuils. Puis est-ce que si on demande aux élus de l'époque avant ça, est-ce qu'un jour ça va être développé? Probablement que la réponse de ce moment-là, ça aurait été non. Puis les choses ont changé. Avant Charlebourg, mes voisins sont arrivés, ils ont choisi leur terrain, puis ils ouvraient la rue. C'était ça, mes voisins. Bon, ben, en face, mes voisins à côté, ils ont choisi leur lot. Puis, fait que eux, est-ce qu'ils pensaient qu'à un moment donné, ça serait développé autant que ça, Charlebourg? Non, mais Charlebourg s'est développé. Charlebourg a changé. Moi, j'habite Charlebourg depuis 40 ans. Ça a changé. Ça a évolué. Puis est-ce que c'est encore pareil? Non. Puis est-ce que ça va continuer à changer? Oui. Est-ce que je peux vous promettre qu'il n'y a rien qui va changer une fois qu'on aura adopté ça? Non. Est-ce que l'intention, c'est de faire une cascade de modifications réglementaires? Non plus. Mais on est dans le processus du plan d'urbanisme et de mobilité et je vous invite fortement à vous intéresser à cette consultation, tous les processus de consultation dans le cadre du plan d'urbanisme et de mobilité, parce que c'est notre vision de ce qu'on veut faire de notre ville et le pouvoir citoyen, il est là aussi. Donc, je vous invite à Je vais quand même rectifier, je ne suis pas contre la densification. Ouais. Là, je suis contre un peu la densification à outrance parce que je trouve qu'elle est mal ciblée et que là, c'est les quartiers bungalows de maisons unifamiliales qui vont disparaître et surtout qu'il n'y a plus d'étalement urbain, donc plus de possibilités d'en construire. Donc, en bout de ligne, ma maison va valoir plus cher. Je sais que je vais être gagnant, mais je le, je le vois plus pécunier. Je le vois que moi, j'ai acheté une maison, mes enfants grandissent dedans. On a acheté pour des caractéristiques. Puis ces caractéristiques-là sont en train de se dissoudre et de disparaître, tout simplement. Et il y a de la densification qui peut être faite beaucoup ailleurs. Puis je me permets un dernier élément. Nos quartiers, là, je suis certaine que quand vous avez choisi le quartier, puis en tout cas, je vais vous dire comme quand j'ai choisi d'avoir ma famille dans Charlebourg, quand j'ai choisi d'avoir ma famille dans le secteur Guillaume-Mathieu, parce que c'est le secteur où j'habite, c'est oui, le quartier, mais le monde, qu'est-ce qui se passe dans nos quartiers? C'est pas le fait qu'on ait 2 unités sur le logement en face de mon voisin en face. C'est pas parce qu'au coin de la rue des Flandres, puis Valence s'est rendu un duplex puis un jumelé plutôt qu'un bungalow que mon quartier a changé. Le monde continue à se voir, à se côtoyer, continue à avoir des vélos dans la rue, des personnes âgées qui se promènent. Mon quartier n'est pas dénaturé à cause de ces modifications-là. Ça va dépendre comment on va l'habiter, notre quartier. Bien plus que est-ce qu'on est capable de permettre 1 ou 2 logements de plus. On se revoit dans 10 ans, puis on en reparle. Avec plaisir. Vous avez des éléments que je trouve intéressants, que vous connaissez bien la loi sur l'aménagement de l'urbanisme par rapport à ça. C'est que le fait d'augmenter, dans ce cas-ci, de 2 à 3 ou de 1 à 2, nécessairement, il faut passer par ce canal-là en vertu de la loi. On ne peut pas arriver l'année prochaine en disant ben, on va partir, ça a bien été à 3, on va monter à 4. Puis ce n'est pas un bord ouvert, c'est que ce chemin-là, qui est obligatoire, ne peut être pris qu'une fois aux 4 ans. OK. Le logement. On pourrait, dans 3 ans, admettons, augmenter le nombre de logements, mais dans ce cas-là, comme c'est à l'intérieur du 4 ans, la modification se suscite dans le référendaire. Puis là, ça va prendre 4 ans avant de faire une modification sur un autre des exemptions ou c'est sur la même exemption? Le même objet ne peut pas être modifié. OK, mais les autres exemptions peuvent, les autres objets peuvent l'être. Les autres, oui, mais il y a vraiment un barème. Ils ne peuvent pas être modifiés plus qu'un tiers. C'est ça, vous l'avez vu. Moi, j'ai fait mes études. OK, non, c'est bien. Pas plus qu'un tiers. OK. Merci, monsieur. Passer à Hélène, si tu me permets, je vais passer aussi à une autre question ici, puis après, vous dites que vous êtes là pour nous écouter, puis Allez. vous pouvez arranger des choses si ça ne fait pas. Moi, je ne suis pas contre, comme il dit, la densification, mettre un logement, mettre un deuxième logement sur la même maison. Mais pouvez-vous regarder le projet de mettre la maison en terre? Je reviens avec ça, je suis fatigante, là, de mettre la maison en terre puis de monter 2 duplex dans le quartier. Qu'est-ce qui était fait sur Louis XIV? Mais je ne suis pas contre une maison qui est là, qui se fait 1 logement puis 2 logements, mais c'est les 2 bâtisses qui ne sont pas d'accord. Ça vient tout dénaturer le quartier. On a choisi le quartier, justement, comme vous avez dit. C'est toutes des maisons unifamiliales. Tu veux faire un logement? Ben, fais-le le logement dans ta maison. Tu vas en faire un sol? Ben, fais-le le sol. Mais détruis pas une maison pour faire 2 tours.
Pouvez-vous regarder ces projets-là? Mhm. En fait, je ne sais pas au niveau pour la démolition, je sais qu'avec la commission d'urbanisme, il y a certains secteurs qui sont sous la commission d'urbanisme, donc la démolition passe par là, mais le reste, je n'ai pas de pouvoir si vous décidez de mettre votre maison à terre. Je ne sais pas que vous demandiez à la ville. C'est commercial. Mais faire 2 tours dans un quartier, là, c'est un peu exagéré. 2 étages. 2 étages, Oui, puis c'est pas une tour, 2 étages. je veux dire, je ne parle pas un jumelé, je parle des duplex, des duplex séparés. Comme il y a eu sur Louis XIV, c'est ça? Sur Oui, Louis XIV? mais c'est Séparés. c'est quand même 2 étages. Ben, c'est 2 étages séparés, donc c'est 2 tours. Il faut qu'ils soient séparés chacun leur propre lot. Oh, oui. Mais dans un L'autre 15 mètres. faire ça? Ben, en fait, Ouais, c'est possible. Si la largeur du lot le permet. Oui, c'est Ben, c'est Non, déjà non, ça. c'est déjà C'est permis. déjà C'est permis. déjà permis. autorisé. Dans un quartier. Oui. C'est déjà autorisé. 2 logements dans une maison. C'est déjà autorisé. Quand je dis 2 logements, c'est 2 tours séparés. Ben, Oui, deux duplex, c'est déjà autorisé. Un duplex, là, par exemple, Ah oui. là, moi, je décide de mettre un 2e étage, là, je deviens un. C'est juste que la forme n'est pas la même que ce que vous parlez. Si je peux. oui, allez-y. C'est quand même rare, là, parce que sur Louis XIV, il y a des terrains qui sont 30 mètres de large. Donc, le minimum étant de 15 mètres, qui divise le lot en 2, ça fait 15 mètres, 15 mètres. Ils peuvent bâtir 2 maisons de ville. Ça a l'air de des jumelés, là, mais c'est des maisons de ville, fait qu'il y a 2 appartements sur chacun des lots. C'est ça qui est arrivé sur Louis XIV. Oui. C'est légal. Mais ça C'est prend, autorisé actuellement. ça prend un terrain de 30 mètres de large en façade. Oui, mais c'est autorisé actuellement. Regardez où est-ce qu'il y a le point rouge. 2 logements isolés. Il peut le faire pareil de toute façon aujourd'hui. Donc, si la demande est conforme, on ne peut pas ne pas donner le permis. Puis il y a un des éléments aussi, oui, c'est ça, si la demande est conforme, on ne peut pas donner de permis. Puis, est-ce que le risque zéro existe? Est-ce que l'objectif, c'est qu'on en arrive à un risque zéro? On pense, en tout cas pour l'instant, la raison pour laquelle on a adapté ce projet de règlement-là pour venir en consultation publique, c'est qu'on pensait que les gains étaient plus importants que les risques. Fait que il peut y avoir un risque à un moment qu'une maison soit démolie pour construire un duplex, par exemple. Ça peut arriver, tant que ça demeure. Bon, ça peut arriver. Même un bungalow qui soit démoli pour construire un duplex, ça pourrait arriver. Est-ce que c'est ce qu'on pense qui va arriver? On ne pense pas que ça va être ça la majeure partie des choses qui vont changer. La majeure partie de ce qui va changer, ça va être, comme M. Dos Santos expliquait tout à l'heure, puis j'en fais partie aussi, j'ai des grands ados, à un moment donné, que je me pose la question, ils vont être capables de se trouver un logement? Ben, peut-être que j'envisagerai d'avoir un... Puis on est tous d'accord. Fait que c'est ce qu'on pense qui risque le plus d'arriver, mais ça se peut qu'il y en ait des fois qu'on se dise, ben, c'était pas ça l'esprit, mais ça l'a permis tout le reste. C'est le minimum 2 étages. C'est le maximum, OK. c'est-à-dire. C'est le maximum, oui. Ben, pour les 2 logements, ça peut être un étage, mais c'est autorisé actuellement. C'est déjà autorisé. Mais voilà, on prend note de votre crainte. Vous voyez, là, c'est pas exactement ce qu'on prévoit. C'est pas exactement. Puis si ça arrive, ça va toujours dépendre un peu des conditions de l'eau. Allez-y. Moi, ma question sur la modification, là, je comprends que vous avez fait sur les 11 zones de notre secteur. Oui. Je sais qu'il y a une zone qui est exemptée, là, qui est justement Louis XIV, tout au long. Tous ceux qui n'avaient pas ça à gauche, dans la colonne des nombres de logements autorisés, ils ne font pas partie. OK. Puis mon autre question est dernière. Pourquoi pas avoir choisi juste les zones qui ont été ciblées par des demandes des 2 citoyens? On est dans un aire de besoin de logement, on l'entend. Donc, dans ce cas-là, pourquoi donner juste à ces 2 zones-là la même chose qui pourrait arriver que l'autre rue va nous demander la même chose dans 6 mois? Fait on commence tout de suite puis c'est pas juste dans votre secteur, là. C'est dans tous les arrondissements, le même exercice va se faire. Actuellement, en travail que
on a besoin de logements, puis pas juste dans des immeubles à multi-logements, 6-8 étages, avec des logements qui sont beaucoup plus dispendieux dans ce cas-là. Il n'y a pas pour ça. Ouais. Hein? Et y a-t-il des exemples C'est pas ça. ailleurs dans la ville de Québec qu'une modification comme ça a été acceptée? Berger est allé la semaine passée en consultation publique. Ils ne l'ont pas encore adopté, mais du Berger est en consultation publique la semaine passée. On n'a pas dans le passé, puis qu'est-ce que ça a devenu? Donc, c'est pour un peu voir les effets à long terme. Là. Je vous dirais que j'ai réalisé l'harmonisation réglementaire en 2008-2010 pour l'ensemble de l'arrondissement des Rivières. Puis, on a augmenté de 1 à 2 logements dans ces secteurs-là. Des secteurs qu'on a mis 3. Puis, je vous dirais, passer aujourd'hui, là, puis ce n'est pas des rues complètes comme vous mentionnez. Et, oui, ça peut arriver, mais la largeur des bâtiments est tellement large par rapport à la largeur des terrains que c'est pas... ils ne peuvent pas s'étirer. Puis, ils ne peuvent pas monter plus haut que 2 étages. Fait que nécessairement... Souvent, les maisons sont à côté sur les. C'est ça, ils sont déjà respectent les marges. Ils pourraient reculer dans la. Ce n'est pas tous les terrains qui ont 30 mètres, donc nécessairement, tu ne peux pas dire, moi, c'est par en deux, moi, faire 2 maisons. OK. C'est correct? Oui. Parfait, ça répond à vos questions. Les questions à des craintes. C'est correct, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Laissez-moi juste vérifier si nous avons des personnes intéressées à distance de participer. Alors, oui, Ernesto, nous avons Stéphie qui a formulé certaines questions, notamment en lien avec le stationnement au niveau de la rue Doucet. Stéphie mentionnait également que la résidence numéro 1 est dans cette zone. Alors, je ne sais pas si on peut avoir quelques informations supplémentaires. Je ne sais pas, moi, je pourrais tout simplement là, vous donner la possibilité de vous exprimer. Sinon, toujours la même personne, on mentionne que dans la nouvelle réglementation, est-ce qu'il est prévu que les voisins soient informés lorsque la Ville va autoriser l'ajout de logements? Par ailleurs, toujours la même personne mentionne, va-t-on savoir si, par exemple, de nouvelles fenêtres ou encore de nouvelles portes vont donner sur nos vues intimes, soit chez les voisins qui sont déjà sur place? Alors, au niveau du stationnement, et bon, il y aurait peut-être quelques précisions, mais pour ce qui est des autres questions, je vous laisse répondre en salle. Merci, Hélène. Je vous dirais, anciennement, les permis, quand on voulait s'agrandir, on mettait le permis dans la fenêtre. Maintenant, c'est des permis qui sont électroniques, donc c'est plus dur à afficher dans sa fenêtre. Les voisins, peut-être la personne qui veut s'agrandir, qui veut rénover ou quoi que ce soit, d'aviser ses voisins, mais il n'y a pas de moyen de la Ville d'aller au-dessus. Avec le nombre des milliers de permis qu'on donne par année, on ne peut pas aller regarder, aller consulter chacun des voisins s'ils sont d'accord avec ce qui s'en vient quand c'est conforme. OK. Parfait. Puis au niveau du stationnement, c'est... Stationnement, ben, la case de stationnement doit être obligatoire si on veut ajouter des logements. Ajouter 1 ou 2 logements. La case de stationnement est obligatoire. Il va y avoir 5,6 mètres de profond, la case, avec 2,6 mètres de large. Fait que ça passe il faut qu'elle soit au moins à 6 mètres du bâtiment, donc avec la rue, tout ça. Donc, ça fait en sorte que on ne peut pas. Puis, juste une petite chose, c'est qu'ajouter une case stationnement, ce n'est pas une case un en arrière de l'autre. Au niveau réglementaire, pour nous, c'est une seule case. La case en arrière est excédentaire, mais ce n'est pas une case minimale qu'on demande. Les cases minimales doivent être une à côté de l'autre. Merci. Puis il y avait une inquiétude concernant l'aménagement on a parlé de fenêtres qui donnent vers les maisons voisines. Et puis ça peut peut-être provoquer la perte d'intimité. J'imagine que par rapport à ça... Les marges de recul qui sont prescrites pour un isolé ou un jumelé font en sorte que ça respecte le code de construction. En deçà de 1,5 mètre, où ça prend absolument, ou 0,5 mètres, dépendamment si c'est un bâtiment, si c'est le garage, quoi que ce soit, ça prend absolument des fenêtres avec des matériaux coupe-feu.
d'un certain période de temps. Donc, il ne pourrait pas avoir des grandes vitrines collées directement sur la ligne de l'eau. Il faut quand même respecter les marges de recul qui sont prescrites. Parfait, merci Donc, beaucoup. la distance entre le côté de la maison puis la ligne, puis souvent, l'autre côté, il y a à peu près la même distance. Fait que c'est pas, ça donne à peu près au moins de 3 à 6 mètres entre les deux maisons. Parfait, merci beaucoup. Je pense, Hélène, qu'on a pas mal abordé tous les Oui, points Ernesto, abordés par la si tu citoyenne. permets, oui, si tu permets une autre question, est-ce que la Ville va offrir une aide financière aux propriétaires qui voudront ajouter des logements à leur résidence? Alors, je voulais partager cette question. C'est pas planifié, non. C'est pas Merci, planifié. Madame Boucher. Nous avons une autre question, je me permets, Ernesto, toujours du côté de M. Denis Dufresne. Bravo pour la vision et les possibilités de donner des logements accessibles dans des bungalows rendus trop grands, car les enfants sont partis, alors vous méritez. Alors voilà, plein de bonheur, nous dit M. Dufresne. Merci beaucoup, Alors, Hélène. Merci à M. oui. Dufresne aussi pour son commentaire. Oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions en ligne, à distance? Sinon, nous avons ici une personne qui est intéressée de participer. Donc, je pense qu'on peut aller avec vous, monsieur. Et que si ces règlements-là passent, moi je le souhaite, les gens ont l'air oublier ça, mais qui vendent leur maison, ils vont être contents. Tu sais, tu peux faire un autre logement. Fait que la maison de tout le monde prend de la valeur. Mais ça, je n'ai pas entendu parler de personne. Tu sais. Tout le monde chiale, mais si ça passe, ce règlement-là, ben, toutes les propriétés qui sont dedans prennent de la valeur un peu parce que si dans 10 ans, tu fais ton petit bungalow, ben, le gars qui va l'acheter peut faire un autre logement. Fait que ça, personne ne l'a dit. Je n'ai pas entendu aucun mot là-dessus à soir. Puis il y avait un autre mot aussi de monsieur. Tantôt, il y a un monsieur qui se demandait bon, ça a changé le zonage. Moi, j'ai 2 logements à Québec, c'est à Canardière. Depuis environ 1 an et demi, j'ai le droit de faire des 12. Fait que ça change. Puis c'est logique aussi parce qu'il y a du terrain. Non, mais c'est partout maintenant. Et il y a des normes, la ville change les affaires. Puis quand on ne fait pas des logements comme on veut à Québec, moi, j'ai fait des travaux sur ma maison. Ben, c'est ça, c'est du sport, la ville. N'importe quoi. Désolé, je vous invite à ne pas avoir un dialogue. Non, mais comme mais- je vous avais au début, c'est ça, on n'est pas, on est Moi, pas mon censé être d'accord. Mon Oui, deuxième allez-y. commentaire, c'est que la ville, et je pense, est assez sévère. On ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'au niveau des constructeurs, ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est pas à soir, ça se passe pas ici à soir, mais les gros constructeurs, ça brosse gros. Ça, il ne faut pas se le cacher. Là. Ils montent des fois, ça monte 6 étages. À côté du Provigo à Charlebourg, il y avait une petite maison, puis c'est rendu quoi, 100 quelques logements. Fait que ça, c'est un autre game. Mais je pense qu'à ce soir, on n'est pas là. Moi, c'est pas ça que j'ai compris. C'est des petites maisons ordinaires, tu grossis dans l'intérieur. Fait que c'est. Moi, je trouve ça correct. Puis je pense que tout le monde qui sont dans ce secteur-là, ben, ça va. La valeur économique de leur maison, elle monte parce que c'est plus alléchant pour aujourd'hui ou long terme. Il y a plus de possibilités. Mais ça, personne ne l'a dit. C'est mon petit commentaire. Merci, monsieur. Merci. Du côté à distance, est-ce qu'il y a d'autres commentaires aux questions, Hélène? J'ai l'impression qu'on a pas mal fini, peut-être. Non, c'est correct, Hélène? De mon Ton côté? côté, il n'y a plus de questions ni de commentaires. Parfait, merci beaucoup. Et donc, je pense que ça va mettre fin à l'échange. On est rendu à quasiment 8h30, au moins que vous me dites qu'il y a encore des questions, des commentaires. Sinon, il me reste que vous rappeler que lundi prochain, le 23, il y aura une 12e séance de consultation qui sera plus adressée aux résidents du quartier 4-6. Les informations vont être sensiblement les mêmes parce que c'est à peu près la même nature des modifications, seulement que du côté plus au sud, il y a des caractéristiques un peu différentes, donc des petites nuances, des petites différences, mais vous êtes aussi les bienvenus si jamais vous voulez y participer. Donc, lundi 23 mars à 19h ici, dans la salle de l'Arpidrome. Deuxième chose, je vous rappelle que la présentation ainsi que l'enregistrement de la séance seront disponibles à partir de demain. Si jamais vous voulez avoir plus de réviser les informations et nous envoyer des questions par écrit aussi, il y a mon courriel sur la page web. Vous pouvez aussi nous écrire dans les prochains jours si jamais. Donc, je pense que, Madame Boucher, je vais vous céder la parole pour... C'est très, très, très apprécié d'entendre les deux revers de la médaille, d'entendre les préoccupations, les peurs, mais aussi les éléments que vous voyez de positifs dans une modification réglementaire comme celle-là.
Donc, de notre côté, je vais laisser celle de la semaine prochaine se faire et on aura des discussions avec la semaine prochaine. C'est mon collègue, M. Lavoie, qui sera présent lors de la consultation publique. Après, on va pouvoir avoir une discussion ensemble suite aux consultations pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Donc, ça veut dire que la décision sera prise pour le fin avril. Donc, le conseil d'arrondissement de la fin avril. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci. Si à ceux à distance, merci aussi pour votre participation, votre patience. Bonne soirée à tous.